Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Pierre-Philippe. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Bon, pour commencer, comme tu le sais, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais te demander de me définir un mot. Et ce mot, c'est le mot tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tolérance? Tolérance. J'aime pas ce mot-là, en fait, parce que ça présuppose que c'est quelque chose qu'on doit offrir à l'autre, alors que ça devrait aller de soi, tu sais, qu'on vit dans des sociétés multiples. On devrait pas avoir à tolérer l'autre, ça devrait aller de soi. Ça présuppose, en fait, qu'il y a certaines situations où on n'accepte pas la différence. C'est un mot étrange. C'est un mot étrange quand même. Ouais, c'est étonnant parce que je pensais, en ayant vu un peu ce que tu fais, que ce serait un mot très important pour toi. Mais du coup, c'est un mot que t'es pas trop... Ça veut dire que oui, fondamentalement, oui, il faut tolérer, mais c'est le fait qu'on doive tolérer qui me dérange. Ça devrait aller de soi. On devrait même pas poser la question. Ça devrait être naturel. Ouais, en fait, oui. Si on le voit comme ça, en fait, c'est vrai que ça semble assez logique. Que même le mot tolérer, tu viens de le dire, je trouve que c'est assez brutal, quoi, de dire on s'accepte même pas, on se tolère, quoi. C'est un peu. Exactement. Un peu plus Il faut dur. accommoder l'autre, alors que ça devrait être, ça devrait aller de soi. Ben écoute, oui, mais voilà. Puis finalement, ça rejoint quand même ce que tu fais, puisque avant de parler de celui que j'ai vu, moi j'ai vu Recrue grâce à Court Circuit sur Arte. Ouais. Mais avant de parler de ça, j'aimerais bien te parler, comme t'es réal, et je crois que c'est ton 12e cours Recrue, c'est ça à peu près? Approximativement. Ouais. Une bonne dizaine. Et je me disais, souvent, quand on rentre dans un cursus de réalisation, le court-métrage, on en fait 1, 2, 3, et c'est souvent un moment un peu transitoire pour aller vers le long ou pour faire du docu. Et toi, comme je vois que tu en as fait une bonne dizaine, puis que tu as fait à la fois du docu, à la fois de la fiction, majoritairement de la fiction, mais un peu de docu aussi. Est-ce que c'est une volonté donc de rester dans ce format court, ou est-ce que tu as l'envie d'aller vers le long? Tu te situes où par rapport à ça? Moi, définitivement, l'objectif, c'est le long. D'ailleurs, je travaille présentement sur un projet. C'est certain que c'est une école, le court-métrage. Là. Il y a pas meilleure école pour autant apprendre le métier concrètement, la technique, mais aussi se développer une voix comme auteur, finalement. C'est l'espace où, avec peu de moyens, peu d'argent, tu peux faire des tests, tu peux expérimenter. Puis c'est certain, dans la dizaine de courts-métrages que j'ai fait, il y en a que 2 qui étaient des films financés. Les autres, c'était tous des petites productions indépendantes faites avec des bouts de ficelle. Mais c'est certain que là, j'arrive, j'ai dépassé le cap de la trentaine, mais je me sentais pas prêt avant cet âge-là à faire un long-métrage. C'est quelque chose, il faut être prêt. Puis moi, j'ai envie que quand je vais faire mon premier long-métrage, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça soit mûrement réfléchi. Fait que pour moi, c'était naturel de faire le plus de courts-métrages possible. Puis je dirais que, disons, avant, il y a 2-3 ans, je me sentais pas prêt à faire le long-métrage, mais là, je me sens prêt. Et ça fait combien de temps que tu as commencé le premier? J'imagine que c'est pendant tes études. Je crois que tu as fait l'UQAM, c'est ça? En cinéma? J'ai fait l'Université de Montréal en cinéma. Mais même au Québec, on a le cégep, là, qui est comme la formation avant le niveau universitaire. Moi, c'est là que j'ai commencé vraiment ma pratique de court-métragiste. C'était un cégep, ça s'appelle le cégep de Saint-Laurent, qui est une des meilleures écoles en cinéma. Ah ouais, voilà. Ouais, en art dramatique, du coup. C'était, okay. En quelle année? Oh my. Je suis rentré en France il y a 7 ans, donc c'était il y a 7-8 ans. Ouais, non, moi, c'était plus en 2007.
2006-2007. Fait que moi, j'ai quelques années de plus que C'est toi. ça. Ouais. Mais bref, c'est là. C'est un programme aussi, le programme de cinéma de Saint-Laurent qui est très axé sur les sciences sociales, les questions politiques. Donc moi, c'est certain que ma pratique s'est beaucoup formée à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, parce que c'est un peu la rencontre de mes champs d'intérêt, la politique et le cinéma. Ouais. Et vu que t'en parles, donc à ce moment-là, tu commences le cinéma, donc Cégep Saint-Laurent, ce qui correspond effectivement au lycée, mais c'est quand même beaucoup plus spécialisé qu'en France. Et tu rencontres ce champ social-là, un peu politique, social. Est-ce que tu crois que dès le début, c'est une nécessité pour toi d'exprimer pas forcément tes opinions, parce que ce que j'ai vu, en tout cas de soulever des questions politico-sociales. Est-ce que tu penses que c'est une nécessité pour toi, ou est-ce que c'est juste ce qui te donne envie de créer? Enfin, quelle est ta relation avec le politique et le social dans tes films? Parce que c'est très présent, mais est-ce que c'est volontaire? Ou c'est juste important pour toi? Enfin, voilà. Ben, c'est beaucoup que développer un projet de fiction, même un court-métrage, c'est des années de travail. Puis moi, je veux m'assurer quand j'entame un projet que ce soit pertinent, que je fais pas juste ça pour le simple plaisir de mon plaisir de réalisateur, parce que parfois, ce qui est agréable à réaliser n'est pas forcément ce qui est agréable ou pertinent à raconter, ou c'est comme spectateur, qu'un réalisateur a pu triper à imaginer, ça va pas nécessairement être la même chose que ce qui va toucher un spectateur. T'sais. Puis pour moi, j'ai toujours été très politisé, particulièrement depuis mes années au cégep. Ça a toujours été important pour moi que je garde aussi l'intérêt, parce que si je vais travailler 2, 3, 4, 5 ans sur un projet, je veux pas me retrouver dans une situation où je me désengage de mon sujet parce que ça me captive pas assez. Fait que c'est certain que comme j'ai de l'intérêt pour les questions sociales, les enjeux politiques, les injustices, je sais que je vais pas me désintéresser d'un projet. Fait que ça, pour moi, c'est une motivation, mais c'est aussi, en bout de ligne, d'essayer de faire quelque chose qui est pertinent, qui va résonner, qui va interroger, qui va provoquer des débats aussi. Donc, c'est tout ça. Puis c'est certain que je me suis engagé très consciemment dans cette démarche-là aussi. À un moment donné, quand j'ai fait des courts-métrages qui étaient plus proches du cinéma de genre parfois, puis c'est pour expérimenter. Puis j'ai fait du vidéoclip plus avec des approches fantastiques aussi. Mais quand je me suis engagé dans une démarche de cinéma, ben j'ai décidé vraiment de circonscrire un cadre. Là. J'étais pour faire du cinéma politique parce que c'est ce qui me motive vraiment. Et quelle différence tu vois, vu que tu as pratiqué les deux en format court, entre la fiction, en tout cas dans la recherche, parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de recherches sur les sujets que tu abordes. Quelle est la différence entre du coup la construction donc en amont du tournage, entre un cours de fiction pour toi et un cours de docu? Est-ce qu'il y en a une ou pas du tout pour toi? Je dirais que souvent moi, je préfère la fiction. Comme spectateur, je préfère la fiction, mais je me rends compte souvent que le processus de recherche est le même. Quand je m'intéresse à un sujet, comme par exemple Recrue, le sujet, c'était l'extrême droite au Québec, la montée de l'extrême droite. Je me suis mis à faire de la recherche très largement là-dessus, sans savoir exactement est-ce que c'était pour être un documentaire, est-ce que c'était pour être une fiction. J'avais aucune idée de ce que je cherchais, mais j'accumulais d'informations. Puis à un moment donné, à travers ça, j'ai vu des angles possibles, j'ai vu des histoires à raconter, j'ai accumulé aussi du matériel vidéo qui aurait pu servir à un documentaire. Puis par ailleurs, j'ai aussi fait un documentaire avec cette recherche-là qui s'appelle Hameçon. Mais donc, c'est un gros processus de recherche, puis ça prend une étincelle à un moment donné à travers cette recherche-là pour que je me dise, OK, il y a quelque chose à raconter ici. Puis parfois, ça se prête mieux à la fiction, parfois, ça se prête mieux au documentaire, mais moi, je développe toujours plus des projets de fiction. Tous les documentaires que j'ai faits, ça a été presque par accident. C'est-à-dire que dans le cadre de ma recherche, il me restait des éléments que j'avais pas utilisés pour la fiction. J'ai décidé juste de m'en servir ailleurs, puis ça se prêtait bien au documentaire.
Bah, ok. Et dans Recrue, du coup, c'est le seul que j'ai vu de la dizaine. Euh, donc tu l'as dit, ça parle d'extrême droite, enfin de la montée d'extrême droite au Québec. Donc ça s'inspire de faits réels. Et je crois, je t'ai vu le dire ou je l'ai lu, que tu disais que c'était un article où il y avait une photo d'un petit sur des. Je vais te laisser le dire, mais c'est des manifestations d'extrême droite qui ont monté au Québec. Une des premières qu'on a pu voir là-bas, d'ailleurs, je pense. Et du coup, tu as vu cette photo-là. Resitue-nous à peu près le déclencheur, du coup. Ouais. Donc, c'est ça, je m'intéresse à l'extrême droite. Pendant 2-3 ans, je creuse la question, j'accumule l'information, j'essaie d'approcher des membres de ces factions-là, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2-3 ans, tout d'un coup, il y a toutes sortes de milices qui sont apparues, des petits groupes à travers les médias sociaux d'abord. Donc, il y a un groupe qui s'appelle encore La Meute, qui a accumulé beaucoup d'attention médiatique. Il y avait une page Facebook, à un certain moment, il y avait 50 000 personnes qui suivaient. Puis il y avait un fort discours anti-immigration. Donc, ça, moi, ça m'inquiétait, ça me préoccupait. Je me suis mis à faire de la recherche là-dessus. Et puis, éventuellement, ces groupes-là, qui d'abord étaient plus du côté virtuel, se sont mis à faire des actions dans le vrai monde. Puis la première manifestation de La Meute, c'était dans la ville de Québec. C'est une manifestation qui a rassemblé à environ entre 1000 et 2000 personnes. Donc, c'est pas non plus des rangs de marée, mais c'est pas négligeable non plus. C'est pas comme s'il y avait eu comme 10-15 personnes, c'est 2000 personnes qui marchaient dans les rues de Québec. Puis le lendemain, je pense que c'est la presse, qui est un de nos quotidiens au Québec. La photo qu'ils avaient utilisée pour illustrer la manifestation, c'était la photo d'un enfant de 8-9 ans avec un drapeau à l'effigie de la Meute. Puis là, je me suis dit, mais cet enfant-là comprend pas les enjeux. Évidemment, il est là parce qu'il accompagne ses parents, puis c'est tout. Donc, je me suis dit, ça, c'était l'étincelle dont je parlais. C'était l'étincelle. OK, il y a une histoire à raconter là. Il y a une porte d'entrée dans cet univers-là qui me permet d'en tirer une fiction que je trouve très intéressant. C'est un angle que j'avais jamais vu avant. Fait que je me suis dit, bon, ben, allons-y, on va explorer cette question-là. Puis, en contrepartie de ça aussi, il y avait aussi on a eu une espèce de crise migratoire au Québec en 2017. Il y a beaucoup de gens qui traversaient la frontière après l'élection de Trump, particulièrement des Haïtiens au début, puis ensuite des gens de partout parce que les gens craignaient de perdre leur statut de réfugié. Puis ça avait fait beaucoup jaser l'extrême droite. Ces groupes-là, La Meute, Summer Lions, etc., qui étaient complètement scandalisés qu'on laisse les gens traverser comme ça pour accueillir ces gens-là, finalement. Donc, c'était les deux déclencheurs. Donc, les deux pôles les deux déclencheurs que j'ai intégrés dans le. Ouais. Mais d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, donc bon, on laissera les gens découvrir le film aussi. Je vais pas tout dire, mais effectivement, ça parle de la vision d'un enfant qui est un peu victime de ça, mais aussi ce qui est très intéressant, et je pense que c'est très québécois dans la manière d'être d'extrême droite. Tu vois, tes personnages ont quelque chose de, en fait, presque tu as de l'empathie pour ces gens-là qui ont pas l'intention de faire du mal. Je sais pas si tu vois c'est la première fois où je voyais un film. Enfin, nous en France, c'est quand même on l'a depuis les Le Pen, père, fille, cousine. Enfin, on les a tous, quoi. Tu vois, c'est très marqué. Puis il y a des confrontations réelles. Comme là, c'est nouveau. Et puis il y a aussi cette relation effectivement où on sent le malaise de l'enfant et on sent qu'on n'a pas envie d'être avec eux, mais en même temps, on les trouve pas, c'est pas des méchants. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je trouvais que c'était assez juste et assez gênant du coup de se dire, en fait, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde, quoi, tu vois, qui chantent des chansons et qui sont mignons, tu vois. Est-ce que c'était une volonté pour toi de ne pas rendre ça monstrueux et de les rendre presque humains Certainement. Il y a deux aspects à ça. Le premier, c'est que dans le cadre de ma recherche, c'est des gens que j'ai pas côtoyés, mais avec qui je suivais le feed Facebook, puis je me rendais bien compte que c'est pas des gens qui sont constamment, parce que quand on parle de l'extrême droite, on imagine que tous ces gens-là sont des militants et que leur vie se résume à ça. À ce cadre-là.
dans la vraie vie, on pourrait penser la même chose de l'extrême gauche, l'extrême droite. Les gens sont toujours multidimensionnels. Puis c'était des tantes, c'était des oncles, c'était des gens qui avaient des familles, qui étaient parfois des bons pères de famille, qui faisaient des activités en famille, tu sais, mais donc ça me semblait important de représenter cet aspect-là. D'autre part, si je te dis qu'un nazi, c'est un dragon cracheur de feu, ça va pas t'étonner. Pour moi, c'est inquiétant lorsque monsieur et madame tout le monde adhèrent à ces idées-là. Parce que c'est pas étonnant que des monstres adhèrent à ces idées-là. C'est étonnant lorsque monsieur et madame tout le monde adhèrent à ces idées-là. C'est à ce moment-là que ça devient inquiétant et confrontant. Puis ce qu'on voit aux États-Unis, la quantité de gens de la population qui adhèrent aux idées de Trump, qui adhèrent au Build a Wall et tout ça, c'est des gens normaux aussi qui se retrouvent un peu, parfois sans doute malgré eux, parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils n'ont pas l'éducation pour questionner ces idées-là. Ils se retrouvent partie prenante de ces idéologies-là. Puis c'est là que ça devient inquiétant. C'est là que ça devient vraiment dangereux. C'est quand les gens normaux qui sont apparemment censés adhèrent à des idées radicales, il y a un problème. Oui, c'est un peu ça l'idée. Puis il y a la relation aussi, moi qui ai vécu du coup au Québec, personne n'est raciste. Enfin, moi j'avais l'impression, tu vois, tu arrives à Montréal, c'est l'accueil, on est tous des immigrants, puisque même initialement, quoi, je veux dire, les peuples autochtones, il y en a peu, en tout cas dans la ville. Enfin, tu vois, c'est plutôt rare d'en rencontrer. Et en même temps, j'ai vécu aussi à Sainte-Adèle, et dès que tu passes en fait la grande ville, déjà c'est un univers complètement différent. Déjà, nous on fumait à l'intérieur des écoles. Enfin, tu vois, c'était des choses très. Il y avait peut-être une personne noire dans toute l'école. Moi, j'étais le seul français. Enfin, tu vois, c'était des trucs très particuliers. Et il y a la non-connaissance de l'autre, et c'est pas forcément de l'animosité, mais vraiment peut-être plus de la crainte. Et je suis assez d'accord avec toi que du coup, ça devient encore plus inquiétant. Moi, quand j'ai vu ton film, je me suis dit, ah mais mon Dieu, tu vois, c'est un bon père, c'est une bonne amie, tout le monde a l'air tellement gentil et presque accueillant. Et au final, il se retrouve à être face à, oui, effectivement, être dans l'extrême, quoi. Non, mais du coup, je trouvais ça hyper intéressant de le voir, et en fait, de me rendre compte que, effectivement, c'est peut-être plus fort que de montrer des gens qui torturent d'autres gens. Parce que là, il y a un aspect humain, et le petit aussi. Ça, je sais que tu l'as dit aussi, que tu as trouvé un petit qui avait réellement l'envie de jouer, qui n'était pas juste là. Et effectivement, il est incroyable. Le petit, je trouve qu'il a... c'est très simple, quoi. Tu vois, cette espèce... Et en même temps, tu sens que lui va se rebeller. Rien que par des petits gestes, quoi. Et comment tu diriges un enfant face à des sujets aussi lourds? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire, ou est-ce que tu le protèges, toi, en tant que réalisateur? Je sais pas à quel point il comprenait vraiment tous les enjeux que ça représentait, mais sur le plan de la pure empathie, il comprend qu'il y a une enfant qui souffre. Ça, je pense que c'est évident que c'était très clair pour lui. Après, c'est pas forcément comme ça qu'on a travaillé. Il y a une raison pour laquelle, en termes purement techniques, moi d'habitude, je travaille souvent en plan séquence, donc c'est des longs plans où il n'y a pas de montage, où il n'y a pas de coupe. Mais dans le cas, dans la scène de recrue où la petite se fait attacher, on a fait le choix très conscient, au contraire, d'y aller en champ contre champ, donc un plan sur le visage de l'enfant, puis un plan sur ce qu'il regarde, parce que d'une part, c'est un défi de diriger des enfants dans des situations comme ça, mais là, j'en ai deux à diriger. J'ai le petit garçon puis la petite fille, puis ça se fait en plan séquence, faut que les deux soient extraordinaires en même temps. Donc, on l'a fait découper comme ça, puis de le faire découper comme ça permettait vraiment de les traiter comme avec le meilleur soin possible des deux côtés. Puis dans le cas d'Édouard, qui joue le personnage d'Alex, le petit garçon, ce qu'on a fait, en fait, c'est que lui, il regardait pas la petite fille se faire attacher pendant ce moment-là. On était à côté de lui, on lui parlait, et je travaillais aussi avec ma coach de jeu, qui est Ariane Castellanos, qui, elle, a travaillé même depuis les auditions à être là pour choisir le bon enfant. Puis comment on a fait ça, c'est que on a discuté avec la mère d'Edouard pour savoir si on veut pousser vraiment à faire sortir son empathie, essayer de l'émouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire.
Puis c'est un petit garçon qui adore les animaux, qui adore les chiens, qui est très sensible à ça. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'Ariane lui raconterait des histoires de chiens. Elle lui parlait d'un petit show qui est abandonné. Puis moi, pendant qu'elle parlait, des fois, je donnais des indications à Edouard comme regarde à ta gauche, regarde à ta droite. Donc, c'était tout complètement... Ouais, c'est millimétré, quoi. Il y a une question éthique là-dedans de pas exposer l'enfant à la violence, oui. Mais c'est beaucoup aussi pour aller chercher toutes les nuances d'émotions justes aussi. Pouvoir le faire pendant longtemps. Je pense que la prise durait comme 45 minutes. Puis pendant ce temps-là, si tu regardes disons, la prise intégrale, c'est une montagne russe d'émotions. Il passe par plusieurs stades. Puis ça nous permettait, après ça, au montage, d'aller chercher les bonnes réactions qui reflétaient bien ce que la performance de l'autre enfant. C'est comme ça qu'on a fait. D'accord. Et du coup, tu parles de donc du coup la personne qui est coach, et j'imagine qu'au bout de d'une dizaine, disons, est-ce que tu as une équipe qui te suit et qui est là pour la préparation de ton long, enfin je sais pas où t'es rendu, si t'es encore en écriture ou quoi, mais est-ce que tu commences à avoir du coup une production, un chef-op avec qui tu travailles souvent, des acteurs même avec qui, un peu des acteurs fétiches avec qui tu as envie de retravailler, ça y est. Oui, tout à fait. Avant Recrue, j'ai fait un court-métrage qui s'appelait Vétérane. Ces deux courts-métrages-là, c'est les deux courts-métrages qu'on a reçu du financement. Puis ça a été beaucoup la même équipe technique sur les deux projets. Puis il va y avoir beaucoup de ces gens-là aussi qui devraient faire partie travailler aussi sur le long-métrage. Même chose pour les comédiens. Il y a des comédiens... un comédien qui s'appelle Danny Gilmore au Québec qui a travaillé sur tous mes courts-métrages, excepté Recrue, parce qu'il y avait un problème de disponibilité à ce moment-là. C'est quelqu'un que j'adore. Sandrine Bisson aussi, qui jouait dans Vétérane, le film d'avant, devrait être dans mon long-métrage. Et la vedette de mon long-métrage, en fait, c'est Ariane Castellanos, qui est la coach d'enfance dans Recrue, qui avait un rôle aussi dans Vétérane. Donc oui, c'est certain que... ça fait une famille, quoi. Ouais, tout à fait. Surtout quand tu travailles dans le milieu plus indépendant pour commencer, tu te retrouves souvent à demander des faveurs à des techniciens. Donc, c'est tout à fait normal qu'au bout d'un certain temps, les gens qui t'en donnent, t'as envie de leur en donner aussi, t'as envie d'être solidaire. Donc, évidemment, quand tu fais des projets avec plus de moyens, plus de budget, t'as envie d'engager leur donner un peu, bien sûr. Un juste retour du balance. Ouais. Et est-ce que tu peux en dire plus sur ton long ou pas encore? Oui, tout à fait. C'est un film qui devrait se faire à date. On croise les doigts. Si COVID le permet, là, on a acquis quand même beaucoup du financement déjà à la FADEC notamment. C'est un film sur l'exploitation des travailleurs migrants au Québec. Okay. Donc, tu restes un peu dans la veine des migrants, quoi. Tout à fait. Mais en fait, c'est un projet sur lequel je travaille depuis bien avant Recrue. Donc, mais c'est ça, c'est qu'au Québec, il y a un programme qui s'appelle le Programme des travailleurs étrangers temporaires, qui permet à des entreprises d'importer de la main-d'œuvre dans des secteurs un peu spécialisés où c'est difficile de trouver des travailleurs parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui va croissante au Québec. Et c'est plutôt, j'imagine, pour des choses d'usine et de couture, des choses comme ça? Exactement, des petits travaux et beaucoup en agriculture. Beaucoup, donc, tout ce qui est les récoltes, finalement, c'est depuis 20-30 ans, ce n'est que des Mexicains, des Guatémaltèques qui font ça au Québec. Et c'est un programme qui est parfaitement légal, mais qui, depuis des années, est suspecté d'ouvrir la porte à différentes formes d'exploitation. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Ça fait longtemps que je fais de la recherche là-dessus. Et le film est raconté à travers le regard de la traductrice d'une usine qui embauche les travailleurs. Donc, quelqu'un qui fait le pont entre le patronat et les travailleurs. Et petit à petit, elle se rend compte de l'exploitation et elle va décider de prendre la défense des travailleurs. D'accord. Bon, ben, on a hâte. C'est pour quand ça? Le tournage, tu dis quoi, 2021, on espère? Ou peut-être on espérait même 2020, mais plus ça avance, plus ça risque d'être difficile avec la pandémie. Pour l'instant, il n'y a personne qui peut tourner. Le plan officiel encore, c'est toujours de tourner cette année si
s'il y a une porte qui s'ouvre, on va la prendre, mais sinon, ça va aller possiblement l'an prochain. On restera updaté sur ces choses-là. Écoute, merci. Puis, tu sais, avant de terminer, je fais toujours un petit temps libre où tu peux le prendre pour parler de ce que tu veux. Est-ce que tu as quelque chose Vas-y, je te laisse la parole, quoi. Si tu as un truc à dire ou... Est-ce que j'ai le droit de te poser une question? Bien sûr, oui, tu peux. Mais donc, pourquoi un podcast? Pourquoi tu as eu envie de lancer un podcast? C'est long, l'histoire du podcast. Le premier podcast que j'ai eu s'appelait Un jour, un audio, où je faisais quelque chose d'un peu performatif, où je faisais un audio par jour. Et ça, j'aime bien parce que moi, à la base, je suis comédien, puis je fais de la performance et je trouvais que l'idée de s'imposer un rythme, même si je suis plutôt dans la qualité que dans la quantité dans ma vie, ça, c'était une expérience qui me plaisait. J'ai vite arrêté parce que c'était intenable, quoi. Puis c'était pas de la bonne qualité. Et récemment, du coup, j'ai eu ma meilleure amie qui a ouvert un studio d'enregistrement où nous sommes actuellement, le studio Majorel, et qui, pour les premiers enregistrements, m'ont dit, mais Gauthier, refais un podcast, juste essaye-le. Je me suis dit, mais j'ai plus envie. Enfin, tu vois, j'avais pas du tout envie. Puis j'en ai enregistré un avec Marceau Huguen, qui est un ami et qui est un réalisateur. Il a réalisé son premier long métrage à 18 ans, en indépendant. Et donc je me suis dit, j'ai envie de mettre en avant je connais beaucoup de monde au Québec, en France. Tu sais, je me dis, et c'est que des gens qui sont pas médiatisés, mais pourtant qui travaillent et qui sont plus ou moins émergents. Et je travaille aussi dans le théâtre et tout ça, et je me dis, mais il n'y a pas de place, en fait, pour l'émergence. On nous dit souvent, mais prenez votre place, mais quelles sont les portes d'entrée? C'était ma question, en fait. À quel moment on nous laisse rentrer si on n'a pas fait des grandes écoles et tu vois? Donc je me suis dit, pourquoi pas ouvrir à des gens dont j'apprécie le travail et qui n'ont pas forcément encore accès à des gros médias. Donc voilà pourquoi le podcast et pourquoi le Québec, parce que j'y ai vécu. D'ailleurs, t'es le dernier Québécois que je reçois, mais parce que j'y ai vécu 7 ans. Donc voilà, Pour tes études seulement? Non, je suis arrivé plus tôt. Ma mère y vit toujours, elle est toujours à Montréal. Et pour le rêve canadien, québécois, voilà. Puis ce rêve-là, est-ce qu'il a été déçu un peu ton rêve, le fameux rêve de l'Amérique avec un grand A? Écoute, moi, en tant que du coup ado, j'étais très heureux. Et je suis canadien, j'ai prêté serment à la reine, tout ça. Et j'ai commencé. Ouais. Et j'ai commencé très tôt. En fait, moi, je faisais du théâtre en amateur ici. Et quand je suis arrivé au Québec, j'ai très vite eu une agente qui était Huguette Laplante, la maman de Marc-André Grondin. Et donc j'ai très vite joué, j'ai joué dans Providence, j'ai fait beaucoup de trucs très vite, donc c'était le rêve absolu. Et c'est l'entrée dans le monde adulte qui a été un peu plus compliquée parce qu'on me connaissait comme le petit Français. Et donc là, je suis rentré en France pour écrire une pièce qui devait être produite à Montréal, qui a jamais été produite, et du coup ça fait 6 ans que je suis encore en France. Donc je peux pas te dire que j'ai été déçu, mais c'est vrai que l'entrée adulte où je me sentais pas légitime de jouer un Québécois, et en même temps en fait je l'étais complètement parce que ça faisait 8 ans, mais je voulais pas caricaturer. Enfin voilà, j'étais un peu mal à l'aise, et je pense que quand je suis arrivé en France, on me posait plus la question d'où tu viens, quoi. Tu vois. Ah ouais. Donc voilà. Mais non, je reviendrai. J'espère revenir. Là, j'ai fait un cours aussi. Je l'ai envoyé au FNC. J'espère revenir pour ça. Voilà. Je te souhaite bien. Oui. Sur l'occasion de se croiser. Oui, au plaisir. Oui. Et pour finir, du coup, je vais te demander en un mot. C'est toujours comme ça que je termine. Ta vision du cinéma en un mot. C'est très dur, mais celui qui vient en premier. Empathie. Eh bien, voilà. Merci pour ce moment plein d'empathie, et je te dis à très vite. Merci. Merci à toi. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui, mais promis, on réouvre très vite nos bouches. Il m'entend plus. Ah oui. Merci.